On peut être une petite entreprise et rêver de conquérir le monde entier. À l'Inagora, 130 salariés développent des logiciels qui concurrencent des géants comme Google ou Microsoft. Et le patron, Alexandre Zapolski, a un souci permanent, à peine croyable en période de crise. Limite à 2 secondes, faut qu'on fasse un point recrutement avec toi. Il a du mal à embaucher, car il n'y a pas assez d'informaticiens en France. Du coup, chaque semaine, la DRH pointe les jobs à pourvoir. Alors, sur les offres prioritaires, on a listé ici, vous savez, comme d'habitude, ceux qui sont en priorité. Donc ça, c'est tous les profils urgents qui sont aujourd'hui à recruter, c'est ça Exact. 15 emplois disponibles immédiatement. Et ce jour-là, il y a une bonne nouvelle. Je pense qu'on va pouvoir enfin enlever celui-là, puisque Roméo vient signer tout à l'heure son contrat à 18h. Alexandre est aux anges, d'autant plus qu'il a déniché la perle rare. Bon, c'est super. Donc Roméo, c'est un gars absolument remarquable, un gars qui est capable de lire 2 à 3 bouquins d'informatique par semaine. C'est un fanat du développement, il apprend un langage de développement par an. Et pour accueillir ce génie de l'informatique qui parle 20 langages différents... Oh là là, mais tu es élégant mon cher Roméo. Le patron se déplace en personne. Ça va, impeccable? Bon, allez, on monte. Il va faire signer à sa nouvelle recrue un contrat en or. Un CDI. Salaire, 54 000 € par an. Et peu importe que Roméo ne soit pas français. Il est né à Manaus, au Brésil, et ça s'entend. La lecture croisée me va, le contrat dans ce format actuel me va parfaitement. Recruter un étranger parce qu'il est jugé comme le meilleur pour occuper un poste, cette réalité, de nombreux chefs d'entreprise la vivent tous les jours. Notre pays compte près d'1 600 000 travailleurs étrangers. On les retrouve aussi bien dans le BTP que dans le commerce, l'informatique ou encore la médecine. Mais avec la crise, notre pays recense 1000 chômeurs de plus par jour. Alors, pour réduire ce chômage, le gouvernement a décidé de faire baisser l'immigration légale et notamment professionnelle. Il est donc inexact de dire que nous avons un besoin incontournable d'immigration professionnelle. Pour cela, le gouvernement a durci la réglementation. Il tente de restreindre les embauches de travailleurs immigrés. Dans ce contexte, comment s'organisent les patrons? Cherchent-ils toujours à employer des étrangers? Les entreprises peuvent-elles vraiment se passer de cette main-d'œuvre venue d'ailleurs? Cela paraît impossible, mais il existe aujourd'hui des métiers auxquels les Français ne sont pas formés et qui nécessitent l'emploi d'un étranger. Être obligé d'avoir recours à de la main-d'œuvre immigrée, une expérience que découvre en ce moment Olivier Aymar, patron dans le BTP. Son entreprise s'est spécialisée dans un matériau au nom inconnu du grand public, le granito. Alors, le granito, c'est un mélange de ciment et de granulat de marbre. Donc on a différentes couleurs de granulat de marbre. On a du noir, on a du rouge, on a du blanc. Et tout ce qui est en gris ici, c'est le ciment. Ce patchwork de pierre est tombé dans l'oubli dans les années 60, jugé ringard. Seulement aujourd'hui, il revient à la mode. En province ou comme ici à Paris, musées, hôtels ou bars chics le réclament. On a l'eau, on a la teinte. Olivier croule sous les commandes. Le ciment. Sa petite entreprise n'a même pas 1 an d'existence et il est déjà complètement débordé. Je cours partout, je fais 70 heures par semaine, c'est bon. Quoi. Donc là, il faut absolument quelqu'un. Quoi. Il a besoin de quelqu'un et pas n'importe qui. Il veut un pro du granito. C'est une décoration qui est très, très complexe. Voilà, c'est la finition, c'est le rendu, c'est un procédé vraiment bien à part. Quoi. Celui qu'il recherche doit savoir préparer au gramme près ces mélanges de marbre et de ciment. C'est-à-dire que, est-ce que n'importe quel ouvrier du bâtiment aujourd'hui est capable de faire ça? Non, c'est évident que non.
Car préparer du granito, c'est un métier qui porte un nom précis, terraziste mosaïste. L'ennui, c'est qu'il n'y a aucune formation en France. Et après des mois de recherche, Olivier et Jean-Pierre Heraldi, son associé, ont finalement trouvé un candidat qui ferait parfaitement l'affaire. Il s'appelle Adil, il est terraziste mosaïste depuis 10 ans. Un pro formé en Italie, patrie du granito. Mais il y a un détail qui coince. Adil est marocain. Alors pour l'instant, ils ne peuvent pas l'embaucher. Car le jeune homme tombe sous le coup d'une réglementation vieille de 40 ans. 1974, le premier choc pétrolier, les premières vagues de chômeurs. Le gouvernement suspend toute immigration. Nous sommes bien obligés de limiter ces entrées en fonction de nos possibilités d'accueil et de nos possibilités d'emploi. Dans la foulée, une loi apparaît. Pour embaucher un étranger non européen, une société doit d'abord appliquer la préférence nationale. Les patrons doivent prouver qu'aucun chômeur en France ne fait l'affaire pour le poste. Jusqu'à présent, la parole de l'employeur suffisait. Mais ces dernières années, l'administration est plus exigeante. Les dirigeants doivent dorénavant démontrer qu'ils ont effectué des recherches en France. Olivier et Jean-Pierre ont bien respecté cette loi. Ils ont sollicité Pôle emploi et voici le résultat. De réponses, j'ai 3 ou 4 réponses en tout et pour tout. En 2 mois, ils ont reçu 3 CV pas vraiment adaptés. Voilà, j'ai un maçon là. Le deuxième, c'est aussi un maçon pur et dur. Ouais, c'est ça. Et le troisième, lui, il est effectivement à la recherche d'un travail, mais alors lui, il est pas du tout maçon, il est entreprise de nettoyage un petit peu et déménageur. Et il faudrait combien de temps pour former un maçon à devenir un bon terrazzo? J'en ai formé plusieurs, moi. À chaque fois, il m'a fallu pratiquement 2 ans. Jean-Pierre et Olivier ne peuvent pas attendre aussi longtemps. Sans le recrutement d'un pro du granito, sa société risque carrément de perdre des clients. Si on ne peut pas l'embaucher, on va, je pense, être obligé de ne pas prendre tous les chantiers et d'en laisser de côté. Et ça risque de générer une perte de chiffre d'affaires? Oui, je pense qu'on va se situer dans les 20 000 € de chiffre d'affaires perdu par mois. Le jeune Marocain est donc le candidat idéal. Reste à convaincre l'administration. Et cela n'a rien de facile. Nos 2 associés ont donc eu recours à une société qui aide les patrons à employer les étrangers. C'est en banlieue parisienne que se trouve cette entreprise. Nous voici au siège de Migration Conseil, une PME de 5 salariés. Depuis le durcissement des lois sur le travail des étrangers, son chiffre d'affaires a augmenté de 20%. Sa spécialité, guider les chefs d'entreprise dans les méandres de l'administration. Monsieur Aymar, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Olivier a rendez-vous avec Caroline Naille. C'est elle qui va concevoir la stratégie pour qu'Adil soit embauché au plus vite. D'abord, elle doit présenter un dossier sans faille. Il y a 20 documents à réunir et la pièce la plus importante, la lettre de motivation. C'est obligatoire, c'est faire partie des pièces, la pièce maîtresse, on va dire, du dossier. C'est l'entreprise qui doit expliquer en gros son activité, mais pourquoi elle a un besoin de recrutement. Et dans cette lettre, Caroline va mettre l'accent sur un point crucial, un argument qui pourrait faire la différence. Il n'y a pas de terraziste en France, et c'est même Pôle emploi qui le dit. En effet, le poste d'ouvrier qualifié dans la technique du granito n'existe pas dans les métiers répertoriés par le Pôle emploi. Des arguments comme celui-ci, la lettre de motivation en développe une vingtaine sur 5 pages. Caroline sait parfaitement comment monter ses dossiers, car les arcanes de l'administration n'ont plus de secret pour elle. Cette juriste a longtemps travaillé au ministère des Affaires étrangères. Une expertise qui séduit des patrons perdus dans toutes ces démarches. C'est quand même assez complexe, quoi. Et donc, et surtout pas de mon ressort. Donc, il faut des gens d'expérience. Voilà. Et ça vous coûte combien de passer par eux? Un certain prix. C'est-à-dire aux environs de 1 500 €. Quoi. 1 500 € pour avoir l'esprit tranquille et officiellement 90% de chances de réussite auprès de l'administration. Je vous raccompagne.
Pour Olivier, il s'agit d'une expérience inédite. Sa première embauche d'un salarié étranger. Mais pour d'autres entreprises, habituées à l'emploi de main-d'œuvre immigrée, c'est devenu une bataille de plus en plus coûteuse. Retour à l'Inagora, la société informatique qui a engagé Roméo, le Brésilien. Aujourd'hui, notre as du numérique fait ses premiers pas dans l'entreprise. Roméo, qui rejoint les équipes en fait OBM, comme lead développeur. Il découvre ses nouveaux collègues et son patron tient à lui rappeler qu'il n'est pas le seul à venir de l'étranger. Nadia qui est ukrainienne. Voilà. Maxime qui lui est bien français, Maxime de Roussy, voilà, comme quoi il n'y a pas de racisme à l'Inagora, on prend aussi les Français. Voilà. Derrière la blague, une réalité. Sur 130 salariés, 10 sont de nationalité étrangère. Toi, t'as quelle origine, toi, Florence? Camerounaise. Voilà, bon, c'est le côté international de l'Inagora. Pour expliquer ce recrutement melting pot, il faut revenir au produit phare de la PME, les logiciels libres. Des logiciels gratuits comme cette messagerie, téléchargeables sur toute la planète. L'Inagora veut les exporter partout dans le monde. Dans un marché globalisé, le patron revendique le droit de choisir ses salariés, quelle que soit leur nationalité. Moi, mes concurrents, c'est des concurrents mondiaux, des Google, des Microsoft. Si je veux être capable de les battre, eh ben, il faut que j'ai les meilleurs. Et donc, il faut que j'attire les meilleurs. Et ces meilleurs, si à un moment donné, eh ben, ils sont tunisiens, algériens ou brésiliens, ben, peu importe si c'est les meilleurs et si c'est ceux-là qui sont disponibles à ce moment-là, ben, moi, en tant qu'entreprise, dans la compétition internationale, il faut que je puisse les recruter. Et pour mettre la main sur les meilleurs, jusqu'à présent, le patron allait directement puiser dans le vivier des écoles françaises. Les étudiants étaient testés lors d'un stage, puis embauchés. C'est le cas de Lotfi Oulbani, un Algérien de 26 ans, fraîchement diplômé d'une école française. Il travaille depuis octobre, mais l'entreprise n'est pas sûre de pouvoir le garder, car cette année, les embauches sont devenues de plus en plus difficiles. Tout cela depuis la parution d'un texte. Une circulaire datée du 31 mai dernier et signée du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Il durcit sévèrement l'embauche d'un étudiant étranger. Le ministre réclame une stricte application des critères. Avec une nouveauté. Les étudiants étrangers ont prioritairement vocation à regagner leur pays. Cette circulaire a eu des répercussions importantes dans les entreprises. À l'Inagora, depuis 8 mois, engager des étudiants étrangers relève du parcours du combattant. T'as fait le tour des CV du coup ou pas? En première ligne dans cette bataille, Céline Charpiot, la DRH. Ce matin-là, la préfecture a appelé pour une urgence. Lotfi, on y va? Les autorités veulent voir Lotfi à 16h précises. Tu veux qu'on regarde ou pas? S'il veut continuer à travailler, son changement de statut d'étudiant à salarié doit être approuvé par la préfecture. La DRH accompagne systématiquement les nouvelles recrues, histoire de soutenir ces candidats étrangers face à l'administration. Est-ce qu'avant la circulaire Guéant, vous alliez avec vos salariés étrangers à la préfecture? Non, là c'est vraiment, parce que c'est vraiment compliqué quoi. C'est compliqué pour eux de fabriquer les dossiers. Il faut aussi beaucoup plus de papier en fait de la part des sociétés. Des lettres d'accompagnement, on va dire, qui sont béton armé. Céline se montre désormais très vigilante, car la dernière fois, le dossier de Lotfi a été refusé. Le monsieur qui m'a accueilli, il m'a dit écoutez, nous on a une directive, c'est d'étudier les dossiers avec rigueur. Vous, il vous manque un dossier, donc automatiquement, votre dossier sera rejeté. Donc, voilà. Et vous, quand vous avez appris ça, ça vous a fait quoi? C'était ma carrière qui était en jeu, toute ma carrière. Pour une photocopie manquante, son dossier traîne depuis 4 mois. Aujourd'hui, il en dépose un nouveau. Et 1 heure plus tard, à la sortie, l'ambiance est plus détendue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit? Ça y est. C'est bon. Donc on a, c'est quoi le nom exact? C'est un récépissé? Un récépissé, oui, de 3 mois.
Ce papier autorise Lotfi à travailler pendant que l'administration analyse son dossier. En réalité, un simple sursis. Ah ouais. Non. Ça, on est Là, sûr de rien. Voilà, on est parti pour 3 mois d'attente. On espère que ce sera avant. Mais ce sera oui ou non. Et si c'est non, par contre, là, il devra partir. Des allers-retours comme celui-ci, la DRH en a effectué 20 ces derniers mois. À la longue, cela coûte cher à la société. Le patron a même fait ses calculs. À raison de 10 collaborateurs et 2 rendez-vous à la préfecture pour chacun, la perte de temps est évaluée à 30 000 €. Et il y a pire, un de ses salariés n'a pas eu d'autorisation de travail pendant 3 mois. 3 mois, chaque mois c'est 20 jours, donc 20 jours x 3, ça fait 60 jours qu'on n'a pas pu facturer. Bon, ça fait en moyenne à peu près 60 000 €. Bilan, 90 000 € en moins. 1% de son chiffre d'affaires. Donc c'est là où, à la fois, moi je comprends bien pourquoi il y a cette directive Guéant qui est mise en place, il faut lutter contre le travail égal, mais néanmoins, la mise en place un peu trop stricte de cette directive, ça a des conséquences sur la performance de nos entreprises, et ça c'est tout simplement dommage. Salut les gars. Ici, la circulaire Guéant a ralenti et le recrutement et la croissance de la société. Mais d'autres PME souffrent davantage. Pour elles, l'addition est beaucoup plus salée, économiquement et humainement. Malgré des dossiers bien étayés, de nombreuses sociétés ont été contraintes ces derniers mois de se séparer de leurs collaborateurs étrangers. Près du quartier d'affaires de la Défense, en région parisienne, c'est ce qui est arrivé à Zenab Baroun, une Marocaine, diplômée d'une école d'ingénieur en France. Elle a travaillé dans cette PME pendant presque 1 an. 6 mois de stage, puis 4 mois de CDD. Un parcours sans faute. Bonjour. Bonjour Zenab. Ça va? Sauf que le 20 décembre dernier, son manager Arnaud Liévin a reçu cette lettre de la préfecture. Un rappel à l'ordre très ferme. Zenab a beau avoir fait ses études en France et trouver un emploi stable, le statut de salarié lui est refusé. Elle est licenciée le jour même, sans préavis. On a été concrètement obligé de licencier. Et entre le moment où la préfecture vous adresse cette lettre et le moment où vous êtes contraint de licencier, il s'écoule combien de temps? Rien. C'est dans l'instant. Ouais. Dans l'instant. Oui. Et la PME a frôlé la catastrophe. Zenab travaillait sur un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros. 10% du chiffre d'affaires ont failli s'envoler. T'es retourné voir? Non, t'es pas encore retourné voir. Non, Parce que le client aurait pu annuler la mission? Oui, et puis il a confié à tous nos autres concurrents qui sont sur le marché aujourd'hui. Face à cette situation, Zenab et la société ont formulé un recours. Pour cela, ils ont décidé de prendre l'administration au mot, en se replongeant dans la lettre de la préfecture. D'après ce courrier, la jeune Marocaine occuperait un poste convoité par 1936 candidats. Bref, elle prendrait la place d'un chômeur. Alors Arnaud a voulu vérifier si un de ces chômeurs pouvait remplacer Zenab. Sur le site de Pôle emploi, il rentre le code du métier, M1806. Il précise ensuite « consultant en système d'information ». Le site propose alors 1184 CV. L'embarras du choix. À un détail près, Zenab maîtrise un logiciel indispensable à la PME, MicroStratégie. Et avec ce critère, subitement, il n'y a plus aucun CV en ligne. Apparemment, la jeune femme ne prend pas la place d'un chômeur. Le fait d'embaucher Zenab, ça correspond à une recherche de compétences. Si je trouve une compétence identique chez quelqu'un qui a une nationalité française, je vais probablement privilégier la nationalité française, puisqu'il n'y a pas de tracas administratif, il n'y a pas de surcoût, donc je n'ai pas de raison d'aller vers des coûts supplémentaires. Depuis 1 mois, le gouvernement a fait machine arrière et assoupli les conditions d'embauche des étudiants étrangers. Mais de nombreux cas restent en suspens. Zenab, Lotfi ou Adil attendent toujours des nouvelles de l'administration. Ils ne savent pas s'ils pourront travailler en France ou s'ils devront retourner dans leur pays.